vais assez rapidement sur les quelques interpellations. Il y a la première qui était sur la thèse de la première partie de mon ouvrage sur la formation des blogueurs. Et encore une fois, je comprends bien, moi je ne veux pas répondre à l'émotion par rapport à cette intervention en disant c'est tout faux parce que moi je l'ai vécu et j'étais... Mais il ne s'agit pas de ça. Je ne remets pas en cause la sincérité de votre engagement et si vous avez refusé d'y aller 5 fois, 88 blogueurs et cyberdissidents égyptiens se sont rendus au State Department et en Europe. 88, vous n'étiez peut-être pas de ceux-ci, mais il y en a 88. Et si vous pensez que les Américains, au moment où ils vous invitent, ils vous disent, vous savez quoi, on va vous proposer d'entrer et de mener une campagne contre Moubarak qu'on va lâcher, si vous pensez que c'est ça qu'ils vont vous dire, ils ne vont pas vous le dire, ils vont continuer le discours. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les faits. Le Freedom House, Albert Einstein Institute aux États-Unis, le département d'État, la rencontre avec Google qu'il y a eu, la rencontre à Dallas qu'il y a eu, sous l'auspice du George Bush Institute aux États-Unis. Ce sont des faits. Et ces faits, qu'est-ce qu'ils disent? Mais laissez-moi terminer. Vous n'êtes pas du tout dans le raisonnable. Vous êtes uniquement de la réactivité. Et vous me donnez raison, en fait. Vous me donnez raison parce que quelqu'un qui a l'habilité d'utiliser votre émotion fait de vous ce qu'il veut. Laissez-moi juste terminer, écoutez-moi, parce que je suis en train d'essayer de répondre à votre interpellation. Je vous ai peut-être déçu, mais vous ne m'écoutez pas. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que ce sont des faits et que ces formations-là ont eu lieu. Elles ont non seulement eu lieu, mais le mouvement du 6 avril dont vous avez parlé est intervenu dans une émission qui a été une émission de 1 heure en langue arabe et en langue anglaise sur Al Jazeera, qui a parlé de ces formations-là. Le seul pays d'ailleurs qui n'a pas été cité étonnamment, ce sont les États-Unis, qui a parlé de leur relation avec la Serbie, de leur relation avec l'Europe. Et il y a eu des formations. Donc, moi je pose simplement une question. Quel est le sens de formation financée par des institutions américaines et qui forment des gens aux éléments qui ont déjà eu lieu en Serbie, la mobilisation non violente, l'unité et la planification? Et ce que je dis, c'est que ceux qui sont allés étaient sincères, étaient anti-Moubarak, et je ne remets pas en cause ceci. Ce que je dis par ailleurs, c'est qu'il ne suffit pas de former des blogueurs pour orienter et contrôler un mouvement populaire. Mais ce que je dis de la même façon, et ça c'est ce qui m'oppose à la position d'Alain Grèche, c'est que les États-Unis, comme les Européens, avaient décidé de changer de politique au Moyen-Orient. Et qu'en plus de ceci, dans les rencontres que j'ai eues au plus haut niveau du gouvernement turc, ils me disent, en confirmant les thèses du livre, nous sommes au courant depuis 8 ans des intentions américaines dans la région et de la formation. Et nous avons commencé en parallèle à former des jeunes à la mobilisation par Internet. C'est le gouvernement turc qui me dit ça. Donc moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça, ce sont des faits. Et que ces faits-là, vous pouvez me dire, par exemple, l'exemple que vous donnez, on n'a pas été arrêté pour ça. Il se trouve que vous vous trompez, 3 autres blogueurs ont été arrêtés à leur descente de la formation aux États-Unis. Et que ceux-ci, j'ai les noms de ces personnes-là qui ne sont pas les noms que vous avez cités. Alors, encore une fois, on ne va pas se battre là-dessus. Reprenons les faits. Les faits sont ceux-ci. Y a-t-il eu, oui ou non, des formations? Si vous pensez que vous avez manipulé la CIA, soit. Moi, je pense. Non, mais c'est ce que vous avez dit. Vous avez dit, c'est nous qui avons... D'accord. On peut le croire. Et moi, je suis d'accord avec Alain sur ce point-là. Ils ne sont pas tout puissants et ils n'avaient pas tout maîtrisé. Et le plus grand exemple pour moi, c'est l'exemple syrien. Ce n'est pas l'exemple égyptien. Je ne pense pas qu'il y a une révolution en Égypte. Je vous dis simplement une chose. Il n'y a pas aujourd'hui, à mon sens, c'est mon interprétation, il n'y a pas de révolution en Égypte. En Égypte, aujourd'hui, nous sommes dans une situation... D'accord, on est en cours. D'accord. Ben, si on est en cours, c'est que vous êtes d'accord avec moi. Nous sommes en cours, on verra ce qui va advenir. Donc, c'est simplement, j'aimerais répondre à ça parce que partout sur Internet, je vois votre nom, vous m'écrivez en me disant que je vous ai énormément déçu, vous venez ici le dire, et ce que j'aimerais que vous entendiez simplement, c'est que nous ne sommes pas d'accord sur l'analyse des faits, et je le conçois. Que vous pensez que c'est un mouvement endogène qui est venu de votre opposition à Moubarak, et je pense que vous avez partiellement raison sur ceci
On ne pouvait pas avoir un mouvement populaire tel qu'il a été en Égypte s'il n'y avait pas les ingrédients qui ont précédé ceci et qui étaient réels dans la société et tunisienne et égyptienne. Mais j'ai entendu les voix de cyberdissidents comme Rabiya en Tunisie qui disaient « Attention ». Il a sonné la sonnette d'alarme en 2008 déjà, en disant, puis ensuite en 2010, en disant « Attention, il se pourrait que ceux qui nous financent nos formations aient autre chose derrière la tête et qu'il faut effectivement prendre du recul par rapport à cela. » Et un autre exemple qui est pour moi important, je ne vois pas en quoi Google s'intéresse à la formation des cyberdissidents à Budapest et que ce même Google donne les codes de sécurité aux Égyptiens et au moment où toute la communauté internationale ne veut pas voir tomber encore à ce moment-là Bachar el-Assad, il refuse de donner les codes aux résistants syriens. Pour moi, ce sont des questions que je pose et j'aimerais qu'on les étudie. Donc j'ai peut-être tort, mais à l'heure où je vous parle, ni votre expression, ni ce que j'entends des interlocuteurs ne me donne complètement tort. Mais j'aimerais aussi vous en... Non, mais parce que c'est très important cette discussion-là pour terminer sur une chose. Ce que j'ai dit au début et dans l'introduction, entendez-le aussi, c'est que les potentialités populaires, c'est que le caractère positif de la mobilisation, le fait que je sois du côté, de façon très claire, de ceux qui sont à Midan et Tahrir aujourd'hui et qui ne veulent pas de cette récupération, qui ont compris qu'il y avait des forces aujourd'hui, même qui participent aux élections, qui sont en train de traiter avec les militaires, eh bien, je suis de ce côté-là. Et que je pense que ceci peut aller dans le bon sens. Mais je veux, dans mon combat, rester lucide par rapport à un certain nombre de questions. C'est tout ce que je voulais mettre en évidence dans ce livre. Donc ne comprenez pas ce que je dis dans le livre comme une remise en cause de votre engagement, mais comme une lucidité ou une tentative d'explication de ce qui pourrait être en amont. En clair, je ne pense pas que ce qui se passe au Moyen-Orient est quelque chose qui a totalement échappé aux Américains et totalement échappé aux Européens. Je ne le crois pas. Non, mais il n'y a pas besoin d'applaudissements, parce que ça, c'est pas bon, ça. Je veux dire, les applaudissements ne m'intéressent pas, c'est simplement une thèse. Après, on peut se tromper. Mais moi, c'est ma thèse aujourd'hui. Et je vais même vous dire une chose dans un texte que j'ai écrit, il se pourrait même que la réussite tunisienne soit la sanction de l'échec de tous les autres. C'est peut-être ce qui, pour moi, aujourd'hui, est une vraie question. Là, quand on dira, ah, mais c'est un échec total, on dira, non, mais la Tunisie. Et je pense effectivement que la Tunisie, c'est peut-être l'exemple qui va nous faire questionner l'analyse de tous les autres. Voilà, j'en suis là, moi, je veux dire, avec les moyens que j'ai, mais qu'on ait une discussion de fond sur les choses. Moi, je suis pas là pour vous décevoir ou pas vous décevoir, je suis juste là pour discuter, essayer qu'on ait un discours critique sur cette question-là. Passons à autre chose, j'aimerais quand même insister sur ce qui me paraît important, saluer le courage de ceux qui se sont mobilisés là-dessus et mettre en évidence le côté positif de ceci. Mais j'aimerais aussi vous dire que j'ai rencontré des blogueurs, je ne parle pas de vous, mais j'en ai rencontré, je pense, une trentaine. Je peux vous dire qu'il y en a certains qui me font peur. Il y a certaines attitudes intellectuelles et politiques qui me font très très peur dans leur attitude. Et je vais même vous dire une chose, j'ai très peur de la récupération occidentale du côté positif du cyberdissident blogueur qui ne comprend pas tellement en politique. J'ai très très peur de ça. J'ai vu des gens qui se promenaient de capitale en venant nous dire « Moi, le blogueur, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Et puis vous vous rendez compte qu'ils n'ont aucune représentation populaire, que c'est du n'importe quoi, mais qu'ils sont récupérés. Et puis que... Alors, je ne parle pas de vous, mais je dis faire attention à ce qu'on ne récupère pas les blogueurs de ce point de vue-là aussi. Sur la question des élections et de comment s'engager en France, moi, franchement, sur la question que vous avez posée, je ne sais pas où vous êtes, mais franchement, je vais vous dire une chose. Je le répète souvent, si je regarde aujourd'hui le panorama de ce qui nous est présenté comme potentialité en France, c'est vrai que moi je suis très inquiet, en particulier de ceux qui nous présentent comme les deux partis qui vont... Mais je pense qu'il y a des alternatives aussi, c'est-à-dire que ça n'est pas parce qu'on n'est pas content des deux qui se présentent en tête, ou même des trois, ou même des quatre, qu'il ne faut pas aller chercher ailleurs d'autres alliances possibles. Même... Non, ne me répondez pas, on ne va pas rentrer dans un dialogue. Mais je pense que, encore une fois, la France
ne se réduit. Ça encore, c'est un jeu médiatique, de vous réduire le débat politique à ces deux voies-là en disant, voilà, c'est entre la gauche et la droite. Le seul problème de la gauche, c'est qu'on ne sait plus très bien où elle se situe, puis le seul problème de la droite, c'est qu'elle a besoin de la gauche pour nous laisser entendre qu'elle est à droite, et que finalement, on est dans une espèce de bouillie idéologique. Aujourd'hui, il faut une idéologie transnationale. Il faut quelque chose qui puisse connecter les choses et pas simplement un débat national. Et là-dessus, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire réussir à transformer ce que moi, je me reconnais dans ce nouveau nous, un nouveau type d'alliance idéologique sur la question de la quête de sens, sur la question d'un certain nombre de principes qu'on met en avant. Même si aujourd'hui, ça ne nous donne pas la possibilité de voter pour quelqu'un, ça nous donne la possibilité de déterminer une cause. Et cette cause-là, elle doit ensuite induire des choix politiques. Moi, je préfère mettre en avant la cause que l'individu. La politique qui se réduit à l'individu, c'est la fin de la politique. C'est-à-dire, c'est plus ça. C'est un message et c'est une détermination qui me paraît aujourd'hui importante. Sur ce que vous avez dit, madame, par rapport à ce qu'il faut faire, là aussi, j'entends souvent ce discours-là et je pense que c'est pas mutuellement exclusif. On peut faire les deux. C'est-à-dire que ce que vous dites, il faut qu'on l'entende. Ce que vous dites sur le fait qu'il faut aller dans les écoles, qu'il faut aujourd'hui questionner les programmes scolaires, questionner les politiques scolaires, tout ça, vous avez parfaitement raison. Et qu'il faudrait qu'à un moment donné, ceux qui n'arrêtent pas de parler de leur engagement citoyen au nom de l'islam, ils comprennent que quand ils s'intéressent à la question scolaire sans y mettre tout le temps l'islam, eh ben c'est effectivement la bonne éthique, la bonne attitude. Ça me paraît être vraiment déterminant sur la question des programmes scolaires, sur la question de la réussite scolaire, sur la question des écoles dans les cités par exemple, ou à l'extérieur des cités, sur l'accompagnement, sur les luttes contre les discriminations, à l'orientation. Ça, ce sont des vraies questions. Là-dessus, je vous suis. Mais ça ne veut pas dire qu'il faille d'un autre côté diminuer les autres types de luttes. C'est-à-dire que de leur dire ou de se dire entre nous, il n'y a pas que ça, c'est important, mais ceci doit être fait en parallèle avec d'autres. Parce que ces luttes-là, il faut quand même vous dire une chose, on n'en serait pas là du discours sur l'islam aujourd'hui si les papas et les mamans de 99% de ceux qui sont de seconde ou troisième ou quatrième génération, ils n'avaient pas mis à un moment donné le fait que vous nous avez colonisés contre notre identité, nous sommes des immigrés avec notre identité et notre identité va falloir la respecter dans ce pays. On n'en serait pas là de ce discours. Ceux qui sont venus dire on ne sait peut-être pas y faire à l'école encore, mais on sait y faire avec ce que nous sommes. Et ça veut dire que la mosquée, on y a droit, ça veut dire que notre conscience, on y a droit. Ça fait partie de l'histoire de la France aussi, ça fait partie de cette résistance aussi. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Je dirais qu'il faut des attitudes complémentaires. Et permettez-moi de dire une chose, j'ai demandé à ce qu'on vous laisse aller jusqu'au bout de votre réflexion sur la façon dont vous avez abordé la question de la laïcité, parce que c'est aussi important d'entendre votre voix. Vous représentez un courant important dans la communauté musulmane aujourd'hui, de gens qui disent cette dimension de la laïcité, c'est la loi des hommes, elle est par définition contre la loi du divin, et donc je la rejette et je n'ai pas à m'y soumettre. Vous représentez de ce point de vue-là une attitude intellectuelle et une compréhension de l'islam avec laquelle je ne suis pas d'accord, mais que j'entends et que je respecte. Je la respecte d'autant plus que je vais la critiquer maintenant et devant vous, en vous disant que votre attitude dans la compréhension de l'islam, elle est une attitude qui confond le fait que le livre soit un livre divin, mais que son application sur le plan du terrain soit due à l'intelligence de l'homme. Et je vais vous donner un exemple. Où dans le Coran avez-vous les principes qui vont déterminer ce qu'on va appeler c'est-à-dire la première charte de la relation interpersonnelle à Médine. Ça n'est ni dans le Coran ni dans la tradition. C'est un acte qui va déterminer des relations intertribales et qui provient de l'intelligence de qui? De l'intelligence d'un homme. Lequel homme dit, même s'il est le prophète, que dans les affaires de ce monde, vous êtes plus connaisseurs que moi, et il le dit et il le répète, à tel point que même dans la bataille de Badr, quand on va venir le questionner sur est-ce que c'est une opinion personnelle ou est-ce que ça vient de Dieu, il dit c'est une opinion personnelle et il change la stratégie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a dans la production du cadre de la vie interpersonnelle des choses qui ne sont pas qui viennent pas d'un verset, mais qui viennent de l'interprétation intellectuelle de ses finalités.
c'est l'exemple du prophète que vous suivez, alayhi salam. Et quand je vous dis ça, mais laissez-moi terminer, je vous ai écouté. Je vous ai écouté. Je vous ai écouté. Donc, deuxième étape, quand on comprend que depuis le départ, il y a dans la compréhension des finalités qu'il y a dans le texte, tout un travail de l'intelligence humaine qui commence à essayer de les appliquer, eh bien on comprend qu'il y a une production du légal qui vient de la tête de l'homme. Elle vient nécessairement de la tête de l'homme. Elle doit venir de la tête de l'homme. Pourquoi? Parce que les sociétés changent et les cultures sont diverses. Les finalités sont les mêmes, les réalités ont changé. Comment concilier les finalités d'un texte avec les réalités changeantes de la vie? C'est l'intelligence de l'homme qui doit faire ça. Et quand vous êtes en France, monsieur, et que vous êtes en face de la loi, et que cette loi vous dit, vous, au nom de ce que vous êtes, de votre origine, vous devez être traité de la même façon que le français soi-disant de souche, par ordre de la loi française produite par la pensée d'un homme qui n'était pas musulman, eh bien ce qui est dit dans la loi française correspond exactement à ce que vous dit la finalité de votre révélation. Et parce que, oui, bien sûr, et je vais vous donner le dernier exemple et on va s'arrêter là. Vous savez ce que c'est le dernier exemple? C'est le prophète ﷺ qui dit avec toute la révélation qu'il a eue, il s'est passé un jour une réunion chez Jordan, et cette réunion, elle a consisté en ceci. Toutes les tribus se sont mis d'accord sur une position d'une justice. Quand quelqu'un vient et qu'il est maltraité, même s'il n'a pas le soutien de la tribu, il doit être traité en être avec justice. C'était avant l'islam. Et le prophète ﷺ dit, si aujourd'hui j'étais appelé à revenir à ce traité-là de la justice, eh bien j'y reviendrai. Ça veut dire qu'il dit avec la révélation, je reconnais dans la production intellectuelle des hommes sans révélation les finalités avec lesquelles je suis venu avec la révélation. Vous me suivez? Eh bien si vous ne me suivez pas là, vous ne me suivrez jamais. Maintenant, vous citez le modèle turc, et c'est exactement la même position de Narva et des frères musulmans d'Égypte, etc. Moi, j'ai une question que je pose, pourquoi le modèle turc, c'est un modèle d'un point de vue islamique? Erdogan en Tunisie, il a dit ouvertement, moi j'ai pu concilier laïcité, démocratie, islam, et j'en suis fier, et je crois en cela. Le 12 novembre du dernier mois, en fin d'année, la Turquie a annoncé qu'en janvier, il y aura l'installation de la base anti-missile de l'OTAN, alliée des États-Unis ouvertement. En 2005, il y a eu des accords entre le gouvernement turc, Erdogan et Abdullah Gül, avec Condoleezza Rice et compagnie, pour faire un rôle d'intermédiaire de ses amis dans la région, vis-à-vis de l'Iran, etc. Je ne sais pas où vous voyez le modèle turc. Moi, je ne le vois pas honnêtement. Je le vois la même continuité. Et juste, je termine sur un point. Vous avez cité le hadith du prophète sallallahu pour justifier l'application des lois dans des affaires régissant des actes entre les tribus et les peuples, dans un cadre politique. Vous avez dit que le prophète sallallahu s'est justifié en disant que les affaires d'ici-bas, c'est-à-dire c'est vous qui avez plus d'idées sur cela, sur moi. Mais la chose très grave, c'est que vous n'avez pas cité le cadre du hadith, vous n'avez pas cité que le hadith en question, le prophète sallallahu il dit, il répond à des sahaba qui lui avaient demandé conseil pour l'implantation d'un arbre. Quelles étaient la meilleure graine pour faire pousser l'arbre. Et ce sujet-là, il fait partie de ce qu'on appelle en islam al-madani, ça fait partie d'al-qada, c'est partie de ce qui est culturel, de ce qui touche au dogme. Mais on a vu, le prophète sallallahu il dit également, attachez-vous à ma sunna et la sunna du calife. Et toutes les sources islamiques, même après la fin du califat, elles prouvent que l'islam était appliqué totalement jusqu'à vers la moitié du XVIIIe siècle, avant qu'il y ait le complot occidental contre le califat ottoman pour introduire les lois. Donc quand vous justifiez l'application pour régir les lois entre les hommes selon la raison des gens, Dieu nous dit dans le Coran, là-dessus ceux qui ont pris leur dignité pour des passions. Et le prophète sallallahu nous dit également, celui qui a pris dans nos affaires une chose qu'on n'est pas étranger, n'est pas des nôtres. C'est-à-dire, n'en fait pas partie, pardon, il t'a rejeté. La démocratie capitaliste existe bien avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle existait bien avant lui, comment il en a parlé. Donc je ne sais pas de vous tirer ce raisonnement-là, il faut expliquer le cadre. Alors moi je fais partie de la dynamique printemps 2012. Je tenais à m'excuser en fait pour ce qui s'est passé avec Shahinez. Que par ailleurs d'ailleurs j'aime beaucoup, parce que moi j'aime pas l'autre soir, j'aime bien les désaccords. Shahinez en fait, à la base était invitée par la dynamique. Mais comme on ne voulait pas que ce soit lourd, elle ne devait pas intervenir avec les intervenants, mais à partir de la salle,
Donc on devait lui accorder quand même un peu plus de temps que les questions. Mais bon, je m'en excuse, c'est vraiment de ma faute. N'empêche que pour moi c'est une richesse. C'est une richesse, le désaccord pour moi ne pose pas problème, au contraire. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter sur la forme de son intervention. Il faut plutôt aller dans le fond. L'autre chose, donc Chahinez a écrit un livre dont une journaliste, je crois, l'a aidé à traduire. Donc Égypte, les débuts de la liberté. Elle a ses positions dedans. Et puis je pense que les débats pourront avoir lieu une autre fois, Inch'Allah. Donc l'intervention, alors moi, une petite intervention, juste pour dire, quand j'entends toutes ces interventions de bonhomme encore, qui vont me dicter par rapport au foulard, l'école, tout ce qu'on veut, moi je dis que c'est aux femmes de choisir, point final. Et moi, honnêtement, j'ai pas été touchée par les expulsions de 2004, mais s'il y avait un choix à faire entre aller à l'école, m'instruire et enlever mon foulard devant l'école, le choix, il ne se pose même pas. Le Coran me dit d'aller m'instruire, point final. Donc là, il n'y a même pas à demander des lois coraniques, des lois... Non, on va s'instruire, point final. Les bonhommes vont à l'école, ça ne pose pas de problème. Pourquoi moi, on me demande de choisir entre mon foulard, aller m'instruire? Et une fois de plus, laissez les femmes choisir. Arrêtez de choisir pour elles. Elles choisissent et puis c'est tout, quoi. Merci. Salam alaikum. Merci, monsieur Vache. Moi, la question, c'est un petit peu au niveau international sur la série. Au fur et à mesure, bon, il y a des médias qui diabolisent un petit peu, même beaucoup, le régime Haram al-Assad. Donc, comme je cherche un petit peu sur Internet, comme beaucoup de gens, je suis quelqu'un qui écoute souvent Ramadan al-Bouti, comme vous connaissez, monsieur chef Ramadan. Donc, sur son site Internet, Ramadan al-Bouti, il soutient, pourtant il est connu il est connu dans le monde musulman, il est très connu. Donc, il soutient directement le régime de Haram al-Assad. La personne de Haram al-Assad, il la soutient. Alors, on lui a posé la question, il a dit « Je suis contre le régime du changement du régime de l'intérieur, mais pas de l'extérieur. » Il y a lui, il y a le grand mufti Cheikh Hassoun aussi. Donc, plus ou moins, on va dire que c'est le mufti de la série. Qu'est-ce que vous en pensez, comme à la Grèce, comme à Ramadan, pour cette situation? Sachez bien qu'il y a une manipulation de l'extérieur au fur et à mesure. Ou par la Merci. C'est quoi? Petite question très courte pour changer. La particularité des soulèvements dans les pays arabes, c'est que toutes les classes étaient concernées, que toutes les classes se sont soulevées. La question, le printemps des quartiers populaires, faut-il que le reste de la population, pas les quartiers populaires, se sentent concernés? Merci. Encore une fois, on a eu une intervention sur les références islamiques. Et je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui a été dit, parce que j'ai déjà répondu à toutes ces questions dans un certain nombre d'ouvrages, dans un certain nombre de textes. Vous pouvez aller sur le site et je réponds à ces interpellations-là sur la compréhension assez littéraliste d'un certain nombre de textes. Donc c'est peut-être pas le lieu maintenant, si ce n'est pour dire, dans l'interpellation qui a été faite, c'est comme si je louais et que j'étais fasciné par le modèle turc. Moi, je n'ai pas dit ça. Le modèle turc, pour moi, est intéressant, il faut l'étudier, mais si vous lisez ce que j'écris sur le modèle turc, c'est qu'il y a énormément de choses qui sont problématiques. Quand j'ai dit, à un moment donné, on était venu me demander, on m'a dit, oui, mais en Égypte, les frères musulmans, il y a des mouvements qui se sont créés, et puis j'aurais dit, oui, il y a un mouvement chez les frères musulmans qui reste assez traditionnel, l'ancienne génération. Il y en a qui sont influencés par leur exil, ils ont été influencés par la lecture salafi, d'autres qui sont influencés par le modèle turc. Et en Turquie, quand je suis allé un mois plus tard, j'étais accueilli comme celui qui avait dit au monde entier que la Turquie était le modèle. Je dis non, mais j'ai jamais dit ça et je ne le pense pas.
je ne pense pas que c'est le modèle absolu. Je pense que d'un point de vue politique, il y a énormément de choses à faire sur les questions de liberté, sur les questions de respect des minorités, ça me paraît important. Sur la question de l'économie turque, c'est effectivement une économie qui vacille entre 8,8% de croissance à 9,5% de croissance, qui a presque atteint, il y a 3 ans, 10% de croissance. Certes, mais ça reste une économie qui est intégrée au modèle au capitalisme et à l'ordre libéral. Donc ça, je le critique. En même temps, j'observe quels sont les autres types de politiques de mobilisation nord-sud, sud-sud, sud-est chez les Turcs. Il faut étudier ça, on ne peut pas commencer. Et surtout, j'aimerais vous dire une chose, on a affaire, qu'on soit d'accord ou pas avec eux, on a affaire à des puissances intellectuelles. J'ai rencontré, moi, je suis impressionné par un certain nombre d'acteurs de la politique turque qui sont au pouvoir ou qui n'y sont pas au pouvoir. Les gens qui ont une vraie réflexion sur les enjeux. Après, vous ne pouvez pas être d'accord, mais je n'ai pas présenté ça comme un modèle, ni je présente l'Arabie Saoudite comme un modèle d'économie, puisque s'il y a une économie qui est plus capitaliste que l'économie turque, c'est bien l'économie saoudienne. Et de nous dire ici que c'est au XVIIIe siècle, avec la chute de l'Empire ottoman, que tout a commencé à aller mal, c'est mal connaître l'histoire de l'Empire ottoman, car s'il y a une dégénérescence et une décadence de l'Empire ottoman, elle a précédé 1800, et c'est quelque chose qui a été profond. Ensuite, il y a des considérations historiques dont je n'ai pas le temps de parler ici, donc s'il vous plaît, ne prenez pas mon propos comme une célébration de l'exemple turc, mais comme un exemple à étudier. L'autre chose aussi, qui est un des vrais problèmes que nous avons, quand nous parlons de processus de libération, ce qu'on a dit, processus de libération spirituelle, intellectuelle, sociale, politique et économique, il y a une chose qui est importante, c'est que quand on parle de processus de libération, il faut savoir qu'on se libère de quoi. Et une des dimensions, c'est de se libérer des autorités qui nous empêchent d'être et de penser. Et c'est vrai aujourd'hui, en France, c'est-à-dire la capacité d'être critique vis-à-vis de cette autorité. Si nous n'avons pas de clergé, c'est pour libérer la parole de ceux qui sont les fidèles ordinaires, qu'ils puissent contester. Or, ce que nous avons aujourd'hui et que nous voyons dans le monde musulman, c'est des autorités politiques qui confondent leur opinion politique avec une autorité légale. C'est-à-dire qu'ils vont nous présenter, par exemple, en Arabie Saoudite, le fait de protester dans les rues comme anti-islamique. C'est-à-dire qu'il est anti-islamique de protester. En fait, exactement ce que le gouvernement saoudien a envie d'entendre. Vous avez des fatwas à géométrie politique variable, qui n'ont rien à voir avec une naissance islamique. La même chose, vous l'avez eu en Égypte avec celui qui a été quelqu'un avec lequel j'ai étudié, le Cheikh Ali Gomain, qui dit « Vous n'avez pas à prier le vendredi dans Midan et Tahrir, il faut aller à la mosquée. » Ça, c'est une opinion personnelle qui est traduite en fatwa, c'est-à-dire une opinion légale. Cheikh Ramadan El-Bouti en Syrie, qui soutient le pouvoir, il a soutenu le père, il soutient le fils, et bien ça, avec tout le respect qu'on doit à leur connaissance religieuse, il faut contester leur opinion politique. Ça, c'est la santé intellectuelle de ceux qui libèrent leur intelligence. Alors qu'on me cite des chouyours qui soutiennent le gouvernement syrien, ça n'est pas à l'honneur ni du gouvernement syrien, ni des chouyours. Parce que soutenir Hafez el-Assad ou soutenir Bachar el-Assad, islamiquement, je ne vois pas comment c'est possible. Et ensuite, nous présenter ceci comme étant l'ordre de l'autorité religieuse, ça je le conteste complètement. Aujourd'hui, il faut faire une analyse politique de la Syrie. La Syrie est dans les mains d'un dictateur. Et cet homme est intervenu sur CNN pour nous faire croire et faire dire « je ne suis pas au courant des exactions ». Et on sait dès le départ ce qu'il a été, des enfants qui ont été torturés et de ce qui a précédé d'ailleurs les mouvements populaires. Il faut saluer le peuple syrien de n'avoir pas cessé sa mobilisation et d'avoir eu le courage de continuer, comme tous les autres d'ailleurs, comme il a été dit, Bahreïn, Yémen même. J'ai entendu des choses très fortes de gens du Yémen. Nous descendrons dans les rues sans armes, et s'ils viennent avec les armes, eh ben nous serons sans armes. Ils tireront, nous ne tirerons pas, mais nous lutterons contre ce pouvoir. Eh bien ça, il faut le saluer, et c'est ça qui aujourd'hui m'intéresse. Ça m'amène à dire en conclusion, puisqu'on arrive à nos remarques conclusives,
que s'il y a une chose, vous savez, ce qui m'intéresse dans une soirée comme celle-ci, et ce que j'ai envie de partager, c'est finalement, au bout du compte, dans nos accords ou nos désaccords, dans notre diversité, ce qu'il y a, c'est simplement l'émergence d'une conscience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut réfléchir, à un moment donné, il faut essayer de comprendre ce qui se passe, et puis poser des questions de ces finalités pour lesquelles nous avons à travailler ensemble. Ça me paraît être une réussite de ces rencontres-là, en soi, au-delà simplement du fait de se dire pour qui voter ou pour qui ne pas voter, mais simplement se dire une conscience qui aujourd'hui établit des liens, crée du lien entre nous et entre les causes. C'est-à-dire entre nous, en tant que citoyens de différents horizons, de différentes intelligences et de différentes croyances ou philosophies, mais aussi entre les causes. Le Sud, les questions de démocratie à défendre, les questions économiques, et ça, en soi, c'est une réussite. Et j'espère que vous qui êtes là et qui venez en si grand nombre, vous allez répertorier ceci comme étant une caisse de résonance, parce que c'est aussi comme ça qu'on crée des opinions populaires. Merci.